attention, moi j'en garde un, donc je peux vous couper la parole à tout moment. Hein. Donc comme ça commence par vous, je vous laisse. Mais Okay. non, ça commence par vous, vous avez raison. Ah bon? Oui, oui, ça commence par vous. Et qu'est-ce que je Dans, fais? dans la présentation. Une belle stress. Donc ça commence par vous, je vous laisse. Mais après, vous me faites passer. Et voilà, moi. En fait, je vous ai envoyé les... Oui, là vous avez votre slide D'accord. qui apparaît. De toute façon, c'est moi qui lance. Je vous donnerai la parole. D'accord, ça marche. Vous la lâchez au bout d'un quart d'heure, c'est tout. Ça, moi, j'avais compris qu'on s'en sortirait parce que... Ouais, je pense que ça, c'est faisable. Non, non, après, en fait, il y a deux choses. Il y a les acteurs, il y a les groupes de travail. C'est un truc, parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, finalement. Et puis, il y a les comités de secteur entre guillemets institutionnels qui sont gérés par les statuts et où il y a des questions de votants. Et là, c'est là où on est venu. Rebonjour à tous, ou bonjour pour les nouveaux. Mesdames, bonjour. Vous êtes sur le stand de Fédérec où nous allons parler de l'influence de la REP bâtiment sur la gestion des déchets de chantier. Et nous avons la chance d'avoir un beau plateau puisque nous avons monsieur Franck Perrault qui représente la FFB, monsieur Hervé Demestre qui représente Valobat, un éco-organisme, et Christophe Pérou qui représente le bureau d'études ambiantes, bureau d'études spécialisé entre autres dans les déchets de chantier. Donc pour ceux qui nous suivent depuis hier, dans un premier temps nous allons faire en sorte que chacun se présente et présente sa société, présente sa structure et aussi fasse un bilan de l'état des lieux à aujourd'hui, comment se gèrent les déchets de chantier, donc, très bien bien sûr, comment se gèrent les déchets de chantier avant la REP. Et ensuite, nous travaillerons sur des sujets plus ciblés en fonction de chacun, sur les évolutions qui se passeront avec l'avènement de la REP. Donc je vais laisser Hervé Demestre commencer et nous présenter donc lui-même et Valobat, sa vie, son histoire et son grand futur. Merci Olivier. Je vais me lever du coup. Voilà, puis faire un peu de... Ou vous pouvez rester assis comme vous voulez. Non, c'est mieux. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de table pour que ça soit plus simple, comme vous voulez. Je préfère être debout, comme ça je vois ceux qui sont au fond et je vois ceux qui s'endorment. Voilà, pour l'instant ça a l'air d'être bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc Valobat est un éco-organisme qui existe depuis un mois et qui va être candidat à l'agrément pour gérer donc cette REP des produits et matériaux de construction qui va rentrer en fonctionnement en 2022. Et Valobat, c'est l'émanation de 28 actionnaires qui sont des metteurs en marché des produits et matériaux de bâtiment. Alors vous avez, et je vais me déplacer un peu, en fait c'est ce qui présente le mieux. Non, alors ça marche pas. Je m'assieds du coup. C'est des noms qui doivent vous dire quelque chose, qui sont donc des industriels ou des distributeurs qui représentent finalement l'ensemble des familles de matériaux mises en œuvre sur les chantiers du bâtiment, que ce soit les équipements. Hein, vous avez par exemple Schneider et Legrand, Grohe, Hans Grohe pour les équipements, des Prysmian et Nexans pour les câbles. Et puis vous avez des gens plutôt du second œuvre avec des Placo, Etex, Signat, Isover, Soprema. Vous avez la menuiserie avec l'UFME, l'USNFA, etc., etc. L'idée étant que nos actionnaires sont représentatifs de toutes ces familles de matériaux. Et ça, c'est important parce que, en fait, le sujet de la REP, c'est un sujet de recyclage des matériaux à la fin. Et le développement des filières de recyclage, c'est un sujet qui est différent pour chacune des familles de matériaux. Quand on parle du bois, on ne parle pas de la même chose que du plâtre, on ne parle pas de la même chose que des métaux. Et donc, c'est important d'avoir des acteurs qui soient représentatifs de ces matériaux pour pouvoir connaître la situation et travailler avec eux.
Voilà. J'en dis peut-être pas plus à ce stade, Alors un Olivier. petit peu, je vais pas vous lâcher comme ça. Par exemple, pour vous, quel est l'état des filières? Est-ce que vous pensez qu'il y a des filières qui sont déjà pérennes? Voilà. Alors, le monde du bâtiment est d'une diversité incroyable et en termes de valorisation des matériaux déjà sur les chantiers et ensuite derrière, il y a des situations complètement disparates. Euh, les métaux, c'est pas un sujet. D'ailleurs, les métaux, on les verra pas passer, nous, hein, éco-organismes, voilà. Ils seront Euh, tracés. Voilà, voilà, ils tout à seront fait. gérés d'une Ah, autre mais manière. Olivier, voilà, Olivier va me surveiller, il connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Tout à fait. Ce que va apporter la REP, c'est la traçabilité pour les métaux, mais la valorisation, elle existe. Les inertes, hein, donc tout ce qui est granulat, ciment, béton, etc. Aujourd'hui, c'est des taux de valorisation qui sont tout à fait respectables, hein. On dit que c'est à peu près 70%, notamment beaucoup de remblais, etc. Donc voilà. Et puis à côté de ça, vous avez des familles pour lesquelles les taux de valorisation sont plutôt de l'ordre de 20% et où il y a un problème déjà de collecte à la source. Et voire même il y a des problématiques d'exutoire qui n'existent pas réellement ou qui méritent d'être. Donc il y a de tout. Et en fait, nous, notre valeur ajoutée éco-organisme, elle va plutôt être sur ces familles de produits ou de matériaux pour lesquels aujourd'hui les taux de valorisation sont très faibles. Voilà. Et on pourrait en citer un certain nombre. Je sais pas, je vais en prendre juste aujourd'hui un sujet intéressant parmi d'autres, c'est les menuiseries. Les menuiseries, on sait valoriser l'alu, on sait valoriser le PVC, on a beaucoup de mal à valoriser le verre plat parce que pour le réutiliser dans des boucles fermées, dans les flottes, il faut respecter des cahiers des charges qui sont extrêmement contraints euh, et, euh, et démanteler une fenêtre de façon économiquement et pratiquement réalisable sur les chantiers dans des conditions de sécurité acceptables. Enfin, c'est très compliqué. Voilà, donc il y a de tout et il va falloir notamment qu'on se penche sur les filières qui partent de la situation la plus difficile, quoi. Et une dernière petite question sur l'État. Vous avez subtilement dit que la REP prendrait effet en 2022. Je pense qu'une une des questions de l'auditoire, c'est quand même où en est-on du timing? Vous voyez une mise en place quand même, puisque normalement le texte dit 1er janvier 2022, ça je crois qu'on va oublier. Donc qu'est-ce que vous voyez en termes de timing sur 2022 plus précisément? Alors, en fait, j'en sais pas grand-chose puisqu'en fait, on est un peu conditionné au délai de l'État. Vous savez qu'on attend, vous savez peut-être, pour ceux qui, et Olivier connaît ça par cœur, qu'on attendait un projet de décret il y a déjà un mois à peu près. Le projet de décret est toujours pas sorti. Et derrière, les éco-organismes, pour candidater, obtenir leur agrément, eh ben, il faut qu'ils réagissent à un cahier des charges d'agrément qui aujourd'hui n'a pas encore été publié. Donc voilà. Donc le 1er janvier 2022 est probablement d'ores et déjà irréaliste, je pense. Moi, mon pronostic, c'est que vous n'ignorez pas qu'il y a des élections, des petites élections en 2022 et qu'il y a quand même des bonnes raisons politiques pour que le truc sorte avant le premier tour des élections. Voilà. Voilà. Donc de toute façon, pour finir cette précision pour notre auditoire, il faut que pour que l'écotaxe, c'est-à-dire le début du fonctionnement, se mette en place, que les éco-organismes soient agréés. L'écotaxe ne peut pas être mise en place avant. Donc ça, on peut penser que ça sera mis en place avant l'élection, puisque ensuite, effectivement, tout le déroulement de la mise en place de l'éco-organisme et l'évolution, mais on en reparlera tout à l'heure, au sein des différentes organisations, ça risque de prendre un certain temps, comme disait un comique il y a de nombreuses années. Je vous remercie. Franck, je vais vous passer la parole donc pour nous présenter la FFB. Bon, excusez, c'est le terme prévu, mais surtout, voilà, qu'est-ce qu'a fait la FFB jusqu'à aujourd'hui sur la gestion des déchets sur les chantiers. Oui, merci de m'avoir invité à cette manifestation. Donc, je suis vice-président de la FFB et en charge du Conseil des professions. C'est l'organisme qui regroupe les 34 unions et syndicats de métiers de la FFB. Donc la FFB, je vous rappelle, nous avons 50 000 adhérents, dont 35 000 artisans, ce qui est important. Et nous représentons les 2/3 de l'effectif donc de 1,2 million de salariés et les 2/3 des 125 milliards de chiffre d'affaires. Alors en termes de déchets, on a toujours traité les déchets, mais je crois vraiment le coup d'envoi au niveau de la FFB, c'était en 92 avec une campagne interne que l'on avait fait qui a très bien marché, c'était trier utile. Donc depuis 92, c'est un sujet majeur pour la FFB. Donc suite à ça, nous avons décliné beaucoup de formations dans les régions, dans les départements. Nous avons également énormément de guides de préconisation
Et nous avons un site qui marche très fort qui s'appelle déchets.ffb.fr et qui permet à tous nos adhérents, avec une application mobile, d'aller voir quelle est la déchetterie la plus proche ou le point de récolte le plus proche selon les secteurs. Donc voilà, donc on est très actif à ce niveau-là. Avec bien sûr aujourd'hui tout ce qu'on est en train de vivre, tous ces changements réglementaires, c'est un des sujets très forts et primordial de la commission qu'anime Jean Passini Transition écologique, et donc on est vraiment full là-dessus. Ce que j'aimerais dire également, c'est peut-être la force de la FFB, on en reparlera après, avec le travail qu'on fait avec les éco-organismes, c'est vraiment le maillage territorial. Dans toutes les régions, on a des AMR, des animateurs métiers régionaux dans les départements. Et par exemple, si on est à Lyon, donc des initiatives qui ont été prises en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis très longtemps, on a des chantiers qui s'appellent Construire propre, où le maître d'ouvrage mandate quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qu'à la Fédé. On a également eu beaucoup de campagnes sur les peintures, les reprises des pots de peinture. Aujourd'hui, avec l'agence de l'eau, sur des aides pour reprendre les peintures. Voilà, donc on a des exemples multiples, mais c'est vraiment, je crois, la force des FFB, c'est vraiment d'avoir ce réseau territorial qui va nous permettre d'évaluer comme ça. Ensuite, où on en est aujourd'hui, donc je crois vraiment que sur la gestion des déchets, on avait un chiffre, il y a 67% aujourd'hui des déchets qui sont revalorisés. L'objectif de l'Europe 2020, c'est 70, donc on voit quand même que c'est quelque chose on parle souvent de la REP en disant, en ayant peur, etc. Mais je dis, on n'a pas à avoir honte, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Aujourd'hui, les freins, c'est quoi? C'est le maillage territorial, j'en ai parlé. Parce que dans certains secteurs, je discutais par rapport aux Hautes-Alpes, c'est pas facile d'avoir ce maillage territorial. Et puis également quelque chose qui vient très souvent de nos adhérents, c'est certes on a nos bennes de chantier, mais on n'a pas forcément l'espace pour pouvoir trier. Donc voilà, donc c'est tous ces efforts que l'on doit mener. Alors effectivement, bon, ça fera partie des sujets qu'on développera un petit peu tout à l'heure. Malgré tout, il y a une grande différence si on a un grand chantier et où déjà il y a la place, comme vous dites, de faire un tri, et puis un petit chantier où juste la benne va rentrer, et puis la notion du service peut-être de l'artisan ou de la petite entreprise qui, plutôt que d'aller en déchetterie, va préférer avoir une benne sur son chantier, mais où il ne va pas forcément faire beaucoup de tri, ou pouvoir le faire ou vouloir le faire. Et où, du coup, certaines solutions, c'est que les entreprises ramènent chez elles les déchets pour les valoriser sur leur dépôt. Alors c'est vraiment très très présent. On a 80% de nos déchets qui sont traités en B2B et 20% qui sont ramenés en entreprise. Et c'est vrai que vu la difficulté et l'éloignement, très souvent, notamment pour les corps de métier qui n'ont pas énormément de déchets, on ne va pas parler de plate, mais pour certains métiers, c'est vrai que très souvent, de toute façon, on va sur le chantier, on est présent avec nos camionnettes, donc très souvent les entreprises ramènent les chantiers pour les traiter de manière beaucoup plus efficace en entreprise. Donc ça c'est une vraie réalité de terrain. Et ensuite, je pense, mais ça sera, je pense, un des travaux qu'on va faire avec les bureaux d'études et éco-organismes. Il faut vraiment adapter. On sait qu'aujourd'hui, on a la règle des 6 bennes, des 7 flux, des 7, pardon. Il faut vraiment qu'on adapte, peut-être repenser des big bags, d'autres moyens de valorisation, parce que lorsqu'on est une petite promotion très urbaine, on sait qu'on n'a pas la place pour la mettre. Sur les particuliers, donc voilà. Donc je pense que le fait d'avoir cette REP, c'est vraiment, on en parlera après, mais c'est vraiment une opportunité pour réfléchir encore plus en amont sur la gestion des déchets et comment faire. Alors je vous remercie pour la transition, puisque Christophe va nous présenter qui il est et ce qu'il fait dans son bureau d'études, et entre autres les problématiques liées au contenant qu'il a pu constater sur les chantiers. Oui, merci. Donc Ambiante, déjà, c'est un bureau d'études spécialisé dans l'environnement et le bâtiment. Le cœur de notre activité, c'est la gestion des déchets, puisque historiquement, on va dire les membres fondateurs d'Ambiante, dont je fais partie, faisaient partie de l'activité du déchet, avec des postes différents au sein de centres de tri de déchets du BTP. C'est donc tout naturellement qu'on a bifurqué vers la création d'un bureau d'études, d'une part pour répondre à un manque que nous avions identifié à l'époque, en 2011, sur un manque de connaissances parfois ou de culture sur le tri des déchets, comment l'organiser sur un chantier. Et parallèlement à ça, il y a eu une réglementation qui a modifié un peu la donne avec la création d'un diagnostic déchets rendu obligatoire sur toutes les opérations de démolition de plus de 1000 m². Donc face à ces deux constats, voilà, l'idée de création d'une structure dédiée à ce domaine a germé et donc a vu le jour en 2011. Dans le cadre de nos missions, donc, nous accompagnons
tout type de maître d'ouvrage. Donc, on peut intervenir directement sur des chantiers pour le compte d'entreprise en tant que conseil. On peut effectuer des missions d'AMO pour des maîtres d'ouvrage. Comme nous pouvons également intervenir auprès de collecteurs ou de prestataires déchets pour les aider dans l'amélioration de leur process de centre de tri, comment améliorer les taux de rendement du tri pour faire en sorte qu'il y ait le moins à l'arrivée de refus de tri possible. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas qu'une seule vue, vous avez le point d'approche du tri de déchets de chantier de tous les côtés. C'est-à-dire producteur de déchets, gestionnaire de déchets, recycleur. Voilà, vous avez une vue objective de l'ensemble. Absolument. Mais tout ça vient aussi de notre passé, donc la connaissance du déchet, mais de façon, on va dire, très réelle et très terrain, puisqu'on a travaillé dans le monde du déchet. Et après, le fait de côtoyer divers environnements sur chantier, au sein des centres de tri, avec les différents intervenants, ça nous permet d'avoir une vision vraiment plus globale et de faire en sorte d'être le plus pragmatique possible dans l'approche des opérations. Donc par rapport au tri des déchets, effectivement, la REP va amener un tri de 7 flux sur un chantier. À aujourd'hui, on est déjà sur une réglementation qui imposait un tri de 5 flux. On se rend compte que ce n'est pas toujours évident en fonction des dimensions de chantier, puisque l'aspect place sur un chantier est clairement handicapant dans certains cas de figure. Quand vous avez un chantier de démolition en plein centre-ville, c'est compliqué d'aller placer 7 bennes ou 5 bennes pour trier les différents flux de déchets. Ensuite, on a constaté quand même qu'avec les grosses entreprises, donc les très grosses opérations, généralement le tri était bien lancé, ce qui ne veut pas dire que la qualité de tri est parfaite. On a toujours des anomalies dans les bennes qui impliquent des requalifications au sein des centres de tri. Donc une benne qui théoriquement part en bois du chantier finit par être classée en DIB parce que aujourd'hui les moyens ne sont pas mis en place pour assurer une qualité de tri optimale sur les chantiers. Donc l'intention y est, mais pas le résultat. C'est ça. On a expérimenté, nous de notre côté, en tant que bureau d'études, diverses solutions. Donc on a eu un très gros chantier à suivre sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où on avait mis en place une personne qui, chaque jour, passait sur le chantier pour vérifier la propreté des bennes. Elle assurait également un rôle, on va dire, de conseiller auprès des entreprises. À chaque fois qu'elle constatait une anomalie, elle allait voir l'entreprise qui était sur place pour lui faire remonter les informations. Malgré tout, chaque jour, quasiment, il y avait des anomalies dans les bennes. Plus ou moins importantes, mais chaque jour, il y avait des anomalies. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande action de formation à faire auprès des entreprises. On a eu également expérimenté la création d'un lot déchets, où là c'est carrément le prestataire déchets qui avait en charge l'intégralité de la gestion des déchets. Dans le cadre des consultations d'entreprise, c'était clairement à sa charge, en fonction des opérations de conception, de tout prévoir, savoir quel type de contenant, de mener les actions de formation, d'assurer les contrôles nécessaires sur le chantier. Voilà, vraiment pour que lui ait de son côté les pleins pouvoirs, on va dire, sur la gestion des déchets. Ça implique bien sûr une parfaite collaboration du maître d'ouvrage, parce que pour être efficace, il n'y a pas d'autre choix que de rentrer déjà en phase consultation dans les pièces administratives du maître d'ouvrage. Malheureusement, l'expérience nous montre que sans pénalité suffisamment dissuasive, on a des problèmes pour faire appliquer certaines règles sur les chantiers. Donc la première étape, ça passe par la modification des documents administratifs, ce qui n'est pas aisé dans la pratique. Donc là, vous êtes en train de parler de la fameuse chimère, le lot zéro. Absolument, le lot zéro. Bon, donc que vous avez expérimenté. On l'a expérimenté et on se rend compte que on rencontre quand même des limites. Parce que malgré ça, tout dépend aussi de la configuration d'un chantier. C'était une opération où il y avait plusieurs îlots de pavillons en construction, mais la zone disponible pour créer le pôle déchets ne pouvait être fait qu'à un seul endroit sur le site. Ce qui veut dire que les entreprises qui intervenaient à l'autre bout du site, la question de se poser comment transposer les déchets générés dans les bennes, voilà, comment faciliter le travail. Je vais vous repasser la parole, Franck, pour aller un peu plus précisément, justement par rapport à ce que vient de dire Christophe. Du coup, les entreprises, c'est pas simple pour elles, on voit, même si elles ont envie, des fois, elles n'arrivent pas au résultat. Donc la REP va amener
des contraintes constructives. On va aller vers plus de tri, on va améliorer. Donc il faut, de toute façon, si on n'y arrivait pas naturellement bien, peut-être qu'avec une contrainte complémentaire, qu'on peut appeler aussi encouragement, on y arrivera mieux. Malgré tout, vous, du côté des entreprises de bâtiment, quelles sont les remontées que vous avez? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte et est-ce que des fois, il n'y a pas un risque de désengagement ou d'abandon de la part des entreprises en disant c'est peut-être trop compliqué et avec tous les moyens qu'il va falloir que je mette en place pour répondre aux attentes, je préfère continuer comme avant. Est-ce que ce risque existe ou pas à votre avis? Alors, il existe. Alors, le principal problématique aujourd'hui des entreprises du bâtiment, c'est qu'on va être soumis à une REP, à une taxe. Et aujourd'hui, on est en train de s'engager sur des travaux pour 2023, en second œuvre. Et à ce moment, donc voilà, on a traité des chantiers. On ne sait absolument pas quel va être le taux. Donc ça va être en amont, ça va être nos fournisseurs. Ça va être nos fournisseurs qui vont payer pour une reprise gratuite. Donc déjà, c'est le principal motif d'inquiétude. Donc ensuite, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a l'aspect financier. Et de toute façon, les entreprises dans cette vision économique, je pense qu'elles feront tout pour que la reprise des déchets soit gratuite. Donc il y a l'aspect financier également. Elles auront payé en amont. Elles ne vont pas avoir envie de payer deux fois. Donc ça répond partiellement à la question. Soit deux fois, soit de se dire que ce qu'il faut mettre en place, peut-être ça sera très coûteux, très compliqué pour elles et que peut-être ça va les dissuader ou ça va... Bon, Hervé va nous rassurer là-dessus, va nous apporter plein d'éléments, mais vous, du côté des entreprises, est-ce que vous avez cette écoute? Fédérec représente les recycleurs, les gestionnaires de déchets, et donc les entreprises du bâtiment sont nos clients. Et c'est une remontée d'informations que des fois on a. C'est une crainte. Bon, de toute façon, tout changement, toute nouveauté génère des craintes. Mais là, c'est un message un peu nouveau. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Tout à fait. Oui. Bon, on parle beaucoup de la REP, mais il y a également un autre enjeu primordial. C'est l'économie circulaire, le poids des déchets. Aujourd'hui, on a mis en place à la Fédération française du bâtiment, il y a 6 mois, un guide RSE qui remporte un énorme succès, même vis-à-vis des artisans, où les déchets sont une priorité. Donc cette prise de conscience, je dirais, au-delà de la REP, comme quoi on doit être responsable de nos déchets, les trier, la traçabilité, c'est quelque chose de toute façon qui est ancré. Il n'en demeure pas moins, vous avez raison, qu'il y a certaines personnes qui vont se dire m'embêter à trier, autant continuer à faire comme je veux. Et là, je pense qu'on a plusieurs actions à mener ensemble. Premièrement, je dirais quelque chose de tout bête, mais nos distributeurs, nos fournisseurs, quand on voit nos bennes de chantier, il y a quand même énormément d'emballage. Donc il va falloir qu'on ait une vraie réflexion à ce niveau-là. Ça fait penser un petit peu quand on commande sur Internet un sachet de thé où il y a 2 fois plus d'emballage. On n'est pas loin d'être pareil dans le bâtiment. Donc là, il y en a une vraie réflexion à avoir. Qui doit reprendre ses déchets, comment travailler. Il y a également un deuxième facteur, à mon avis, qui est primordial, c'est comment faire pour que les déchets peu valorisés, je viens à l'esprit par exemple la laine de roche ou des déchets comme ça, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse comment on peut les valoriser. Peut-être qu'on peut jouer sur la taxe carbone, c'est tout à imaginer, mais il faut à tout prix qu'on ait le maximum de déchets valorisables et valorisés. Donc là, il y a également des pistes. Et puis on n'en parle pas beaucoup, mais il y a également tout le réemploi. Aujourd'hui, on est beaucoup sollicité à la FFB sur le réemploi. Et donc, je pense, avec beaucoup de contraintes au niveau des normes et de la capacité à faire et de la suggérabilité. Et donc, je pense aussi qu'avoir tous les acteurs de la filière autour, ça va nous permettre de faire des progrès à ce niveau-là. Voilà. Sinon, pour répondre aux questions, je reprendrai quand même, je redonne le chiffre. On ne part pas de zéro. On a quand même beaucoup de choses qui existent. La crainte à la FFB aujourd'hui, c'est que 2022, on a beaucoup de choses qui arrivent. On a la traçabilité et surtout, on n'en a pas beaucoup parlé des flux 7 bennes. On a la REP. Voilà. Donc, la RE 2020. La RE 20, tout arrive en même temps. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on soit très pragmatique et qu'on ne veuille pas faire tout en même temps. Donc, il va falloir vraiment qu'on ait un certain temps, qu'on puisse dégérer tout ça. Et puis faisons attention aussi, c'est une de nos craintes, c'est qu'à force de cumuler, alors bien que ça soit vertueux, on a parlé de la RE 2020, on a parlé de la REP, toutes ces taxes qui vont venir, n'oublions pas est-ce que nos clients vont pouvoir continuer à investir et où va arriver le prix de la construction. Parce qu'on sait très bien que cette première étape, où certes, normalement, il doit y avoir un équilibre sur la REP, où ce qu'on va payer en amont, il y a une reprise gratuite, il ne devrait pas avoir de surcoût. Et globalement, on a parlé des déchetteries sauvages. On parle plein de choses. Donc de toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait être complètement transparent pour les entreprises.
crois pas qu'il soit prévu que ça soit transparent. Donc Hervé, voilà, donc on entend que le monde du bâtiment est malgré tout confiant. Bon, il y a des craintes, mais c'est normal puisque c'est nouveau. Mais j'entends une certaine confiance dans la mise en place et la réussite. Donc comment pouvez-vous, par vos messages, nous conforter dans cette confiance à venir? Moi déjà, merci Olivier. Moi déjà, je suis très confiant parce que la connaissance que j'ai des professionnels du bâtiment sur les chantiers, en fait, c'est des gens qui sont des grands pros, qui aiment bien faire bien leur travail et qui sont motivés par le sujet de l'environnement. Alors évidemment, il y a des contraintes, c'est difficile de trier sur un chantier, il y a des habitudes qu'il faut changer, etc. Mais bon, fondamentalement, les centaines de milliers de personnes qui font la vie de nos chantiers, que ce soit en construction ou en déconstruction, c'est des gens, si on leur explique pourquoi il faut trier, si on leur donne les moyens de le faire et si économiquement c'est rentable, ils vont le faire. Moi, j'ai 100% confiance avec ça. J'ai envie de rebondir un peu sur ce qui a été dit là à l'instant, sur la REP, en fait, c'est quoi c'est juste un outil pour progresser sur le chemin de l'économie circulaire. Le sujet, c'est l'économie circulaire. Aujourd'hui, on estime que 70% des déchets qui sont produits par le bâtiment sont valorisés, mais donc tout le reste, c'est de l'enfouissement. Et donc notre vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour, si ce n'est arrêter l'enfouissement, qui serait quand même un doux rêve, réduire cette part d'enfouissement le plus rapidement et le plus fort possible. C'est viser des 90%, etc. Voilà. Et la REP, ça fait quoi par rapport à ça ? Ça apporte des outils pour permettre notamment de rendre le tri plus attractif pour les entreprises sur le terrain. Alors, sur le tri, deux choses. En fait, le tri, ça sert à quoi ? Ça sert à ce que les matières qui sont, les déchets qui sont produits sur un chantier, ils puissent être recyclables à la sortie. En fait, si on regarde la question de ce point de vue-là, je vais vous faire peur là tout d'un coup. C'est pas 5 flux, 7 flux qu'il faudrait, c'est probablement une quinzaine, voire plus. Parce qu'en fait... C'est les fabricants de bennes qui vont être contents. C'est ça. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si vous vous placez du point de vue entre guillemets industriel, c'est-à-dire vous regardez les matériaux et vous dites qu'est-ce qu'on sait faire techniquement pour réutiliser du polypropylène, du verre, du machin, etc. Et que vous vous dites, et vous vous posez la question, qu'est-ce qui peut, dans ces différents sujets, qu'est-ce qui peut être trié efficacement ou qu'est-ce qui a besoin d'être trié à la source, sinon c'est perdu. En fait, il faudrait trier encore beaucoup plus que ce dont on parle là. Voilà. Alors évidemment, on ne va pas faire ça parce que c'est juste pas possible. Là, je vois Olivier qui est en train de... Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. En tant que gestionnaire déchets, oui. Et donc, qu'est-ce que va apporter la REP ? Et nous, à quoi on va servir vis-à-vis de ce sujet-là ? C'est qu'on va faire en sorte que sur un chantier, un artisan ou une entreprise qui va trier, s'assoit et qui va amener ces déchets collectés séparément, comme on dit, c'est-à-dire triés sur un point d'apport géré par l'éco-organisme, ça sera gratuit. Voilà. Et par contre, si il ne trie pas et qu'elle se retrouve dans une benne en mélange, ça va être le prix de la benne en mélange et c'est un prix qui va augmenter dans les années à venir parce que la taxe, la TGAP va augmenter et donc cet écart financier va être de plus en plus important. Donc en fait, ça va être aujourd'hui, un artisan qui trie, il a un intérêt financier à trier, mais il n'est pas du tout le même et ça a encore un coût, le dépôt de ces déchets. Demain, alors qui est différent suivant les familles de produits, je vois évidemment. Mais donc demain, on va apporter une incitation financière supplémentaire. Donc normalement, ça doit aider. Et puis alors, il y aura des sujets intermédiaires. Là, j'entends d'ici dire, ouais, mais il y a des chantiers sur lesquels vous êtes gentils, on n'aura pas la place pour mettre tous les... Alors d'une part, on n'est pas obligé de collecter les déchets que par des bennes. Les big bags, ça existe. Il faut pas prendre le sujet de Christophe. Pardon, mais il y a des trucs intelligents qui existent et qui se développent déjà et qui sont beaucoup plus souples. Et voilà, enfin, vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Et puis d'autre part, ensuite, il y a certaines familles de matériaux on peut faire on peut regrouper certains flux et ensuite les trier de façon assez efficace. Et dans ce cas-là, l'idée qu'on a, nous, c'est de mettre en place une tarification qui fait que si vous regroupez certains flux qui peuvent ensuite être triés et recollectés, c'est pas tout à fait gratuit, c'est pas tout à fait le prix du mélange, mais c'est un prix intermédiaire qui tient compte du fait qu'il y a un coût de tri supplémentaire et qu'il faut bien le... Voilà. Et donc ça va... Et aussi, ça a un côté psychologique, si vous voulez...
Je pense que c'est important que tout le monde comprenne ce à quoi sert le tri et que cette logique de je trie, c'est gratuit parce que c'est utile pour l'environnement, passe dans les esprits. Et on a besoin de messages assez simples et compréhensibles par tout le monde sur les chantiers. Et je pense que ça, voilà, ça a l'avantage d'être à peu près clair, quoi. Alors je vous remercie. Donc effectivement, c'est mieux de ne pas mélanger, c'est plus simple pour valoriser les matières. C'est pas un recycleur qui va vous dire le contraire. Après, effectivement, il y a la limite jusqu'où. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est qu'une benne propre? Est-ce que et ça sera toute la mise au point de demain, comme disait Christophe, et on va revenir sur ce sujet entre autres. Les entreprises aujourd'hui ont l'impression d'avoir fait déjà beaucoup en arrivant à faire des bennes d'inertes, des bennes de bois. Mais une benne de bois, des fois, il y a quand même un bout de plastique, il y a quand même un bout de plâtre, il y a quand même autre chose ou un autre matériau attaché qui, lorsqu'il arrive dans une filière de recyclage en tant que tel, n'est pas conforme, est une non-conformité. Et donc c'est là où il y aura nécessairement une mise au point à faire parce que les entreprises et les recycleurs ne sont pas encore sur chantier à ce niveau de maturité. Et donc on va faire l'enchaînement avec Christophe parce que effectivement les contenants, avant on disait les bennes sur chantier, et je crois que c'est un terme qui va être un peu abandonné puisqu'il y a tellement de nécessité d'adaptation, il n'y a pas les bons volumes, tout va échanger et donc on va sûrement parler plus de contenants. Oui, juste avant de parler des contenants, je voudrais rebondir un peu par rapport justement au tri sur chantier. La difficulté qu'on va rencontrer, à mon sens, avec la création de ces flux, on gère pas mal d'opérations de démolition. En démolition, c'est extrêmement dur d'avoir des déchets vraiment propres. Tout simplement parce que déjà, à la base, lorsqu'ils sont mis sur le marché, ce sont des déchets qui sont déjà, des matériaux qui sont déjà mélanges. Je prends l'exemple d'un doublage de mur où il y a une plaque de placo avec du polystyrène derrière. La REP nous impose de trier d'un côté le plâtre et d'un côté le polystyrène. Donc on va demander aux démolisseurs de séparer des matériaux qui sont mis ensemble déjà lors de la conception. Pareil pour une étanchéité sur toiture où il y a une membrane bitumineuse, en dessous un isolant. Comment on fait pour... voilà. C'est autant de questions aussi qui nous interpellent spécifiquement sur ces chantiers-là de déconstruction qui est le plus gros créateur de déchets, producteur de déchets. Voilà, c'est vrai que ces questions-là interpellent, quoi. Juste sur cette question précise, c'est vrai, il y a des complexes, et puis particulièrement des constructions, il y en a plein comme ça. Évidemment, il va falloir développer, là où ce n'est pas le cas, des procédés de préparation, de séparation, etc. Sur les complexes de doublage, il y a déjà des industriels qui ont développé des processus là-dessus. Voilà. Mais évidemment, c'est une complexité supplémentaire et c'est sûr que c'est pas réalisable sur le chantier. C'est-à-dire que voilà, ça doit faire l'objet d'un tri ou d'une séparation ultérieure. Voilà. Ça fait partie des préoccupations. Il y a le côté technique, parce qu'il faut peut-être des procédés industriels élaborés. Puis des fois, il y a le côté sécuritaire. C'est vrai que le verre, aller casser du verre d'une fenêtre sur un chantier, c'est préjudiciable en termes de sécurité. Mais Christophe, on vous redonne la parole. Oui, donc pour en revenir au contenant, effectivement, après ça va être un des cœurs du problème. Vous l'avez dit, comment on va collecter demain ces différents flux, sachant que souvent on est sur des chantiers contraints, donc il y a probablement une réflexion importante à mener sur les contenants, mais du coup qui va rejaillir aussi sur les collecteurs, parce qu'aujourd'hui les collecteurs sont principalement équipés de camions pour collecter des bennes, multibennes, polybennes. Mais comment ils vont faire? Voilà, il y a vraiment tout un travail de réflexion pour développer ces contenants, mais avec les collecteurs, parce que ça va être des moyens de collecte différents, à mon sens, à mettre en place et à adapter. Il va falloir voir aussi l'optimisation des coûts de collecte. Ça va être la même chose de collecter un big bag d'isolant ou un big bag d'inerte, par exemple. Donc l'amortissement du coût de transport va être différent également là-dessus. Et il y aura peut-être aussi la gestion des contenants, c'est-à-dire que la limite entre la relation entre l'entreprise et le gestionnaire de déchets ne va pas s'arrêter au contenant, mais peut-être qu'il va falloir remonter dans les étages, comme on dit, pour aider à la collecte en amont. Ça, c'est une vraie réflexion sur comment garantir ou faire évoluer ce tri en allant chercher le déchet à la source, plutôt que de laisser les gens les mettre dans les bennes. Je ne sais pas, Franck, vous avez peut-être un avis là-dessus, de la limite de prestation? Non, c'est ce que je disais, c'est vraiment... alors bien sûr, il va falloir déconstruire ce qui est fait, mais c'est vraiment réfléchir aujourd'hui sur nos nouveaux matériaux où on n'aura plus justement ces soucis de tri à réaliser.
Et par contre, comme vous le disiez, 80% c'est de la déconstruction. Pour ce qui est aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'on travaille sur les contenants et comment optimiser ces tris. Mais à mon avis, pour les optimiser, il va falloir trouver d'autres valorisations, je pense, pour pouvoir que ça revienne moins cher aux entreprises. Je pense qu'on a encore des gisements de profit à faire sur la revalorisation de matériaux qu'on ne valorise pas forcément aujourd'hui. Bien, avant de rebondir avec vous, Hervé, sur une question dont je vous la soumets pour que vous y réfléchissiez, le temps qu'on ouvre la question à la salle, sur justement comment voyez-vous l'évolution du travail des gestionnaires de déchets, parce que FEDEREC, c'est aussi les gestionnaires de déchets, donc sur les chantiers, comment voyez-vous leur place de demain? Vous êtes nombreux, je vous en remercie, j'en suis très heureux. Est-ce que vous avez des questions? Donc j'en doute pas, il y en a plein, mais il va falloir que le premier ose y aller. Donc est-ce que quelqu'un ose poser la première question? Il faudrait, parce que comme ça laisse à Hervé un peu plus de temps pour préparer sa réponse. Ouais, je suis pas très rapide. Hein. Non, pas de questions? Ah, madame, ça y est. Oui, vous parlez donc de travailler sur les contenants. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en route, en cours de réflexion? Voilà, est-ce qu'il y a des travaux qui... Alors moi, je peux vous répondre en tant que FEDEREC. Je commence et après je vous laisse faire. Chez FEDEREC, on a lancé une étude sur le sujet en disant, voyons s'il y a quelle est l'évolution possible des contenants. Sauf que aujourd'hui, on va dire que de la part des pouvoirs publics, il y a une situation attentiste de dire on va voir si c'est un sujet de REP et donc d'éco-organisme ou pas. Bon, pour moi, c'est clairement pas, je crois, dans la réflexion, dans le cahier des charges des éco-organismes, de se préoccuper jusque la qualification des contenants. Mais ça fait partie de nos réflexions parce que c'est un peu comme le lot zéro. On en parle depuis très longtemps de l'évolution des contenants. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'on va vraiment être obligé de les remettre en cause, d'être inventif, réactif. Et c'est un sujet dont FEDEREC s'est saisi et doit mener au bout cette réflexion. J'arrive avec le micro. Alors, pardon, vous vouliez compléter ce que j'ai dit? Non? Christophe, non plus? De toute façon, je vous rattraperai après, Olivier. Oui, bonjour. Ma question, c'est oui, c'est concernant du coup Valobat, les 26 metteurs sur le marché qui ont mis en place Valobat. Est-ce qu'ils ont le même poids en termes de gouvernance sur l'éco-organisme? Et est-ce que ça va influencer ou pas? Quels vont être les programmes qui seront plus prioritaires que d'autres sur les premières années de Valobat? Je vois que madame est pointue sur le sujet des éco-organismes. Voilà. Non. Oui, la gouvernance, elle est partagée. Enfin, la part au capital, elle est équilibrée entre les actionnaires. Après, on a un conseil d'administration qui est réparti exactement entre les différents secteurs. Donc l'idée, c'est qu'on a 9 secteurs de familles de matériaux et qui sont représentés de façon équilibrée au conseil d'administration. Après, si vous voulez, tout à l'heure, je vous disais que la problématique de chaque famille de matériaux est tellement différente des autres qu'en fait, la gouvernance, elle est vraiment séparée par secteur. C'est-à-dire que savoir quelle politique de collecte on va avoir, quelle stratégie industrielle de recyclage, quelle tarification on va avoir, c'est vraiment quelque chose qu'on délègue sur chacune des familles de matériaux. Comme si, j'allais dire, c'est presque comme si on construisait 9 éco-organismes différents dans un éco-organisme en fait. Et on est, vu l'hétérogénéité du sujet, on est un peu obligé de faire ça. Voilà. Ah, vous avez envie que j'aille jusqu'au fond, je reviens. Le décret n'est pas encore passé, mais est-ce que vous pourriez nous dévoiler un peu ce que vous escomptez trouver dans ce décret et dans ce qui sera dans l'agrément de Valobat? Alors, je vais vous faire une révélation, c'est pas Valobat qui a écrit le décret, hein, malheureusement. Voilà, sinon j'aurais plein de choses à vous dire, mais non, mais aujourd'hui, si vous voulez, on est comme un peu tous les acteurs et on s'en parlait avec la FFB à l'instant. Il y a des
si vous posez une question aussi précise, c'est que vous avez lu le projet de décret, j'imagine. Donc, il y a des sujets qui sont encore en discussion. Et à l'heure où on se parle, je ne sais pas comment ils seront tranchés. Et voilà. Mais je vais prendre juste un exemple parce que c'était au cœur de la discussion qu'on avait. Il y a le sujet du tri. Dans le projet de décret, une des questions qui se pose, c'est quelles seront les exemptions à la collecte séparée à la source, quelles sont les conditions dans lesquelles l'éco-organisme devra financer, entre guillemets sans frais, la reprise de flux qui ne sont pas collectés séparément, donc pas triés complètement proprement, mais en mélange. Et pour dire les choses assez simplement, moi mon souhait c'est que ces exemptions soient assez limitées, et le projet de décret, la dernière fois qu'on l'a vu, ça allait plus loin que ce qu'on souhaitait. Et ça c'est dans le débat, il est dans l'esprit de ce que je vous disais là-bas. Nous on pense que la logique du je trie c'est gratuit, c'est une logique qui est compréhensible par tout le monde et qui a l'avantage de donner un signal à la profession pour faire évoluer les pratiques. Et on sait bien qu'il va falloir un certain temps pour faire évoluer les pratiques. Vous l'avez tous dit, on a beau faire tout ce qu'on veut sur un chantier aujourd'hui, si on va se promener tous les jours dans les bennes, il y a toujours une... Voilà. Donc c'est de l'éducation, c'est de la formation, etc. Et si on veut que ça marche, il faut que les messages soient clairs et qu'ils portent. Et donc nous, et aujourd'hui, dans le dernier projet de décret, il nous semble que le nombre des exemptions est trop important pour que ce message porte assez clairement sur le... Voilà. Après, il y a d'autres sujets, mais j'ai peut-être pas envie de rentrer dans tout le détail, voilà, sauf si Olivier me taquine sur un sujet ou l'autre. Mais je ne suis pas du tout taquin, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour messieurs, moi je m'appelle Arnaud Rongier, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Big Bag & Go et qui déploie des solutions de tri sur chantier en Big Bag et toute la logistique associée. Ma question, elle est un peu technique, mais peut-être avez-vous des éléments. Il semblerait que le législateur s'oriente vers la multiplication de points d'apport. Est-ce que vous pensez que dans sa réflexion, il intègre la question de la gestion des flux logistiques amont? J'entends par là du chantier au point d'apport. Est-ce qu'il intègre la question de la congestion des agglomérations et finalement de la question de la décarbonation qui est associée? Alors, je peux prendre... Ouais. D'abord, peut-être, tout à l'heure, il y avait une question qui disait, mais c'est vous, madame, qui demandiez, qu'est-ce que vous avez comme exemple de Big Bag & Go, comme un certain nombre d'autres initiatives que vous connaissez certainement autant que moi. C'est des bons exemples de trucs, pardonnez-moi l'expression, de business model et d'entreprises, excusez-moi, qui se développent autour de cette logistique, du tri sur chantier, etc., et qui fonctionnent, qui sont bien la preuve d'ailleurs que c'est pas la REP, c'est pas la loi, c'est pas l'État qui va faire en sorte que collectivement on va faire advenir l'économie circulaire. C'est notre volonté collective de faire advenir ça et notre créativité pour faire advenir des business models qui fonctionnent. Voilà. Et donc il y a des gens qui proposent aujourd'hui sur les chantiers des prestations de logistique à base de contenants qui sont autre chose que des bennes et qui apportent, alors pas toutes les réponses, mais au moins un élément de réponse à ce qu'on évoquait là. Voilà. Je ferme la parenthèse. Après, votre question, c'est est-ce que le législateur aujourd'hui se pose la question de la logistique en amont? Alors ça, il se la pose beaucoup. Est-ce qu'il a la réponse? Je ne sais pas. En gros, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il va inciter les éco-organismes, il va même les obliger à mettre en place un maillage. Et toute la difficulté, c'est de définir quel est le bon maillage. Et donc, la complexité pour le législateur, et on critique beaucoup le législateur, j'aimerais pas être à sa place en l'occurrence, hein. C'est que pour l'instant il n'a rien trouvé de mieux que de définir un maillage tous les 10 km. Alors évidemment 10 km quand on est en agglomération c'est pas pareil que quand on est dans la Creuse, bon. Mais en tout cas pour l'instant c'est ce qu'il a écrit. Et moi ce que je pense c'est que il va falloir qu'on soit intelligent collectivement, localement, et on va avoir une base de départ qui va être écrite dans les textes. On va, en tout cas nous, notre volonté en tant qu'éco-organisme, c'est de démarrer avec le maximum d'acteurs volontaires sur le maillage pour que le maillage soit le plus important possible, pour qu'au début on ait le meilleur service pour les entreprises. Et puis après on va optimiser ce maillage par la concertation locale, quoi. Voilà. Et moi ce que je peux compléter, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a donc deux manières de traiter un déchet sur un chantier. Soit effectivement l'entreprise l'amène dans un point d'apport, qui peut être donc une déchetterie publique dédiée aux pros, qui peut être une déchetterie pro privée,
d'accord, ou aussi un centre de négoce qui est prévu de récupérer les déchets. Mais après, il y a la deuxième solution d'aller collecter sur le chantier. Donc c'est vraiment deux philosophies différentes. Lorsqu'on parle de maillage aujourd'hui, on parle beaucoup des points d'apport, c'est-à-dire l'endroit où les gens vont pouvoir apporter. Donc c'est toute la réflexion sur les 10 km, sur est-ce qu'on prend dedans les déchetteries publiques existantes ou pas. Bon, sachant qu'une déchetterie publique pour le particulier n'est peut-être pas équipée pour recevoir les professionnels. Mais il y a quand même derrière aussi toute la collecte sur chantier qui est aussi quand même le flux prépondérant et qui, c'est ce qu'on évoquait avec Christophe, et le deuxième type de réflexion, c'est de faire évoluer les contenants sur les chantiers puisqu'on va aller sur des tris plus fins et plus élaborés. Est-ce que Franck ou Christophe voulaient rajouter quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Hervé va être obligé de répondre à la question de tout à l'heure qui va aller vers un peu la conclusion. C'est aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution des relations cordiales, bien sûr, mais avec les gestionnaires de déchets, donc l'évolution des filières et donc toutes les entreprises qui existent, qui collectent du déchet, parfois de manière exclusive, qui ne font que ça, du déchet de chantier. Donc quel est leur avenir demain dans votre vue, voilà, de manière simple et objective? Ce que je comprends un peu, c'est que derrière la question d'Olivier, il y a un peu l'appréhension des gestionnaires de déchets qui aujourd'hui font le travail sur le terrain et puis qui voient arriver la REP et donc des éco-organismes qui vont transformer un peu le business, voilà, et qui vont devenir ceux qui vont un peu organiser finalement les choses par le biais d'appels de manifestations d'intérêt, d'appels d'offres, etc. Et donc quid, c'est un peu ça, voilà. Ouais. Effectivement, puisque Ouais. ça c'est Alors- un fonctionnement qui peut y avoir, mais effectivement dans ce cas de ce fonctionnement, comment voyez-vous évoluer Alors, les choses? Peut-être trois façons de répondre à la question. Une façon un peu pour rassurer sur la crainte qui me paraît un peu chimérique du oh là là, c'est la catastrophe, il y a un éco-organisme qui va arriver, il y a une REP, ça va tout changer et voilà. Bon. Alors moi je ne suis pas de votre monde du déchet entre guillemets, j'étais dans un autre monde avant, mais mon expérience du business c'est que c'est pas comme ça. Dans une relation client-fournisseur, je le disais ce matin, les clients ont besoin des fournisseurs et les fournisseurs ont besoin des clients. Donc nous on va arriver là-dedans avec des objectifs qui sont ceux des éco-organismes qui vont être de essayer de faire progresser la filière, de récupérer des matériaux pour avoir des meilleurs taux de valorisation, c'est avec le monde des recycleurs qu'on va le réaliser. Existant, tout Voilà. à fait. Donc il va falloir qu'on trouve des business gagnant-gagnant pour faire progresser la filière et pour justement que les recycleurs puissent faire évoluer leur business là où il y a besoin de le faire évoluer. Il y a des endroits où il va falloir investir. Et donc pour que les recycleurs puissent investir, il va falloir qu'on les aide. Et nous, c'est un peu notre rôle, c'est-à-dire d'arriver à obtenir peut-être là où il y en a besoin des effets de massification et pouvoir soutenir ces investissements. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Peut-être deuxième aspect, il y a quand même une tendance lourde, on l'a tous vu au-delà de la REP, c'est que on va vers des métiers qui vont se professionnaliser et en termes de standards écologiques vont progresser. Donc ça, c'est une tendance lourde. Et c'est pas la REP qui fait ça. La REP n'est qu'un phénomène parmi d'autres là-dedans. La RE 2020 en est un autre, etc. Et donc votre métier, comme tous les métiers dans le bâtiment, depuis les maîtres d'ouvrage jusqu'à aux entreprises sur chantier, je pense qu'il faut qu'on se pose tous la question de qu'est-ce qu'on peut apporter comme différenciation environnementale pour nos clients. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous avoir des meilleurs standards environnementaux. Ça veut dire probablement que les taux de refus pour certains à la fin vont être plus faibles. Ça veut dire que pour d'autres, la qualité des matières premières secondaires qu'on va fournir aux clients, elle va être plus importante, etc., etc. Donc voilà, c'est ça et nous, éco-organismes aussi, on va tâcher de contribuer à ce sujet. Donc, est-ce que j'ai un peu répondu à la question? Oui, mais donc pour continuer, ça veut dire que le métier de gestionnaire de déchets, donc j'entends que effectivement il y a un gagnant-gagnant et à travailler ensemble, et il va évoluer vers un créateur de ressources globales.
de ressources humaines, puisqu'il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer, de nouvelles ressources, puisqu'il va y avoir de nouvelles matières premières issues du recyclage qui vont se réincorporer de manière plus importante. Donc une réappropriation du mot ressources au sens large, qui est le côté positif. J'ai entendu que effectivement, les éco-organismes vont avoir besoin des entreprises de gestion de déchets pour faire évoluer et réciproquement cette REP. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera en effet. Basiquement, il y a un truc très simple, c'est que ce qu'on espère faire dans les années à venir, c'est tout simplement du business en plus pour les traiteurs de déchets. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des millions de tonnes de déchets qui sont dans des bennes en mélange et qui finissent en enfouissement, qu'on espère demain voir... Pas toutes. Pas toutes. Non mais parmi les millions de tonnes, il y en a quelques millions de tonnes quand même, parce qu'on parle de millions de tonnes. Voilà. 46. Et c'est juste pour vous dire que c'est du vrai business en plus, quoi, et qu'on espère transformer en flux, valoriser, recycler, réemployer. Voilà. Et donc bienvenue à ceux qui voudront s'en occuper. Bien, avant de passer un petit mot de conclusion pour chacun, donc je vous laisse le temps d'y réfléchir. Est-ce qu'il y a des dernières questions dans cette assistance multiple et nombreuse? Non? Bon. Eh bien, je vous laisse conclure cette table ronde. Franck? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir d'éco-organismes, parce qu'il n'y en aura sûrement pas qu'un, je pense qu'il faut vraiment que ça nous pousse à travailler ensemble. Je parle de réemploi, je pense de nouveaux matériaux. Je pense faut vraiment qu'on ait cette réflexion. On était un petit peu, même si on travaille ensemble, on était un petit peu en silo. Il faut vraiment, je pense que la vertu va être là. Ensuite, il y aura les contraintes, on saura les gérer. Mais vraiment, il faut qu'on réfléchisse sur, vous l'avez dit, sur l'avenir et comment on va faire pour collaborer ensemble et trouver de nouvelles solutions. Hervé? Ouais, du coup, je vais faire écho à ça en fait. Moi, je conçois un peu la mission d'un éco-organisme comme ça en fait. C'est-à-dire que, effectivement, le monde du bâtiment, ce qu'il fait progresser, c'est que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises, etc., tout l'ensemble des acteurs arrivent à travailler ensemble dans une démarche vertueuse. Et nous, on a un peu vocation à être un peu le déclencheur de ça et à favoriser tout ça, à favoriser de la R&D, etc. Donc, c'est pas nous qui allons trouver les solutions, mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère qu'on va réussir ça. Et puis, voilà, je pense qu'on va réussir parce que, en fait, fondamentalement, ma petite connaissance depuis quelques années du monde du bâtiment, c'est un monde de gens absolument extraordinaires et qui ont toutes les, qui ont la volonté et la compétence de faire réussir l'économie circulaire. Donc, si on va y arriver. Voilà. Christophe? Donc moi, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai que je suis quand même, en tant que, on va dire, représentant de ce qui se voit un peu sur le terrain, un peu inquiet sur la mise en place, clairement, de la REP. Je ne doute pas que ce soit de très bonnes choses d'un point de vue environnemental. Je suis d'accord, on va dans le bon sens. Après, je pense qu'il y a effectivement un gros travail d'éducation et d'information des gens de terrain à avoir. Après, toute une réflexion plus globale sur tout le monde de la gestion des déchets. J'ai entendu que vous comptiez vous appuyer sur le réseau existant, donc ce qui est une très bonne chose, mais malgré tout, voilà, tous ces bouleversements vont avoir un impact un peu sur leur organisation, leur activité. C'est l'échéance en fait qui me fait peur de 2022. J'ai peur qu'il faille beaucoup plus de temps que ça pour que la filière soit réellement efficiente. Écoutez, je pense que c'est un bon mot de la fin. On peut dire qu'on a tenu notre timing. Souhaitons que les textes soient aussi exemplaires que nous et qu'ils tiennent le timing. Et qu'effectivement, à Polytech, dans 2 ans à Lyon, on puisse parler de l'efficacité de la mise en place de la REP et pas encore de son projet. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.